Bonjour et bienvenue dans Rolatoua, au sommaire de ce 20e numéro. Toutes les images des compétitions de l'été, notamment sur la côte aquitaine. Il sera aussi question du grand retour du surf de nuit à Anglet, 4 ans après la dernière édition. Toujours un spectacle unique. Et enfin, dans notre rubrique à 360, gros plan sur le surf électrique, parfois bien pratique au take-off. Mais pour commencer, comme à chaque fois, toutes les images de la planète surf. Kaolivast, la sensation de l'été. Énorme performance du Tahitien lors de sa deuxième épreuve sur le CT. Il se hisse en finale de la Tahiti Pro chez lui, après avoir surclassé en demi le maître absolu, Kelly Slater. À 2 ans des Jeux Olympiques qui se disputeront sur 7 vagues de Tiopo, le jeune prodige marque déjà son territoire. Le bel été de Jérémy Flores, retiré des circuits certes, mais jamais très loin de la perfection. Hossegor en habit de lumière. Eau à 23 degrés, vagues automnales en plein mois d'août pour les cadors du coin. Benjamin Sanchis, Vincent Duvignac et autres. Le paradis, c'est ici, sur les spots légendaires des Landes. La cheville de Justine Dupont va bien, merci pour elle. Blessée cet hiver à Nazaré, la surfeuse de Gros a retrouvé tous ses moyens. Encore quelques semaines et la Girondine sera de retour au Portugal à Nazaré. À 2 sur la planche, parfois, c'est encore mieux. Surtout quand on maîtrise à ce point le surf en tandem. Le couple Leroy en action, 13 fois champion de France de la spécialité. La mauvaise nouvelle sur le front des compétitions, c'est l'annulation de celle d'Hossegor. À l'automne, il n'y aura pas de Challenger Series, ici même dans les Landes. L'un des responsables de la World Surf League s'en explique. Bonjour Shane, merci d'être avec nous ici à Anglet. Il n'y aura pas Hossegor cette année. Ça s'est décidé, en tout cas ça a été communiqué assez tard. On ne va pas forcément entrer dans les détails. Vous en pensez quoi? World Surf League, forcément une déception qu'il n'y ait pas le Challenger Series à Hossegor. Forcément très déçu. C'est un événement historique, donc forcément déçu de l'annuler comme ça aussi en cours de saison. Malheureusement, on a été rattrapé un peu par la réalité économique actuelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais j'espère qu'on va rebondir dès 2023 en replaçant une étape française pour les Challenger Series au mois d'octobre prochain. Alors, c'est une bataille entre qui et qui, globalement, en fait. Et il y a l'organisation, il y a les sponsors, il y a, par exemple, les collectivités locales. Dans ces cas-là, qui annule, en fait? Forcément, la WSL annule. C'est nous qui avons pris la décision, mais après, ça a été une décision un peu réfléchie, avec le sponsor principal qui est Quicksilver et Roxy, du groupe Board Riders. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver, forcément, et malheureusement, l'équilibre n'y était pas cette année. Mais bon, voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de se focaliser pour l'instant sur Anglet et la Cano la semaine dernière et la Torche, mais on travaille déjà dès maintenant parce que voilà, la 2023 arrive vite et il faut vraiment qu'on puisse replacer une étape en France le plus rapidement possible, au moins les Challenger Series et j'espère un jour une étape du CT aussi. La France a besoin d'une étape du CT, comme c'était le cas avec Hossegor il y a encore, avant le Covid, mais globalement. Je dirais peut-être pas qu'elle a besoin, mais elle mérite, parce que je pense qu'on a besoin de pousser le surf en France. Peut-être qu'on se focalise vraiment là maintenant sur les QS, que ce soit la Cano Anglet, pour avoir un maximum de Français sur les Challenger Series, et indirectement ensuite maximum de chances pour avoir des Français qui reviennent sur le CT. Jérémy Flores a arrêté, et il y a quelques surfeurs qui sont là derrière, et le but c'est aussi de pouvoir faire des compétitions en France pour pouvoir leur donner un maximum de chances d'accéder à l'élite un jour. C'est un peu tôt pour savoir avec certitude s'il y aura une étape française en 2023 sur le Challenger Series par exemple, en tout cas métropolitaine.
On travaille dessus, c'est sûr qu'il faut qu'on décide vite. La saison 2023 va être annoncée normalement en décembre, à la fin de la saison de Challenger Series 2022. Donc on travaille dessus, on a des pistes donc ça devrait être confirmé dans les prochains mois. Peut-être ici? Peut-être Anglette à l'automne? Ça oui, on étudie forcément la question, mais ça peut être Anglette, ça peut être Lacanau, il faut qu'on rediscute aussi avec Osgore. On n'a pas forcément une préférence, le but c'est vraiment qu'il y ait cette étape qui revienne, donc il y a un exercice à faire forcément, l'équilibre budgétaire, économique pour pouvoir vraiment que l'événement ait lieu et pas malheureusement faire arriver au résultat de cette année. Merci beaucoup Shane et à très vite dans les coulisses de l'organisation des compétitions. Merci. Merci à toi. Pas de compétition à Hossegor, donc en revanche, il y en a bien une à Anglette. Désormais, la compétition la plus richement dotée de métropole. Allô, l'élite européenne, masculine et féminine, retour sur les moments forts. Du monde à la chambre d'amour à Anglette, un ciel gris et des vagues modestes. Suffisamment pour maintenir la seule compétition en France cet été de ce niveau, le QS 3000 Rip Curl Pro. Sur les 60 filles inscrites, la basque espagnole Ariane Ochoa parvient en finale une performance. Son adversaire, la portugaise Yolanda Hopkins, s'est montrée plus radicale dans ses manœuvres. Ça a été incroyable. Les vagues étaient faibles, j'ai tout donné. Je suis très heureuse et j'ai gagné pour la première fois un 3000. Chez les 120 garçons en lice, le Guadeloupéen Gracien Delahaye en bleu l'emporte. Opposé au Marocain Ramzi Boukiyam en rouge, pourtant affûté sur des vagues qu'il connaît, le Français impose une série de figures aériennes. Une botte secrète qui a payé. Je savais que Ramzi allait forcément rester sur le rail et sur les manœuvres basiques. Du coup, je voulais faire le petit plus en allant dans les airs. Et voilà, c'était ma stratégie et ça a marché. Je suis trop content. Les organisateurs sont satisfaits et espèrent reproduire l'événement. On est en partenariat avec la ville d'Anglette et le naming sponsor qui est Rip Curl jusqu'à 2024. Mais on étudie différents scénarios pour 2023 et savoir comment on peut encore augmenter la compétition. Est-ce qu'on reste au mois d'août? Est-ce qu'on bouge en octobre? C'est des choses qu'on étudie actuellement. Après quelques années d'absence sur le circuit, Anglette redevient un rendez-vous à ne pas rater. Toutes les surfeuses et les surfeurs engagés à Anglette rêvent des Jeux Olympiques. Tahiti 2024, c'est déjà demain, y compris pour la Fédération française. Rencontre avec son directeur technique national, Michel Plateau. Michel, c'est 2 par pays, garçons, 2 filles. Oui, on reste sur ce standard-là, effectivement, avec cette petite particularité que comme on passe de 20 garçons, 20 filles à 24 garçons, 24 filles, donc 4 sportifs de chaque côté en plus, donc il va y avoir peut-être une possibilité pour certains, notamment de grosses écuries, gros pays, d'aller chercher une 3e place. Au-delà de ces qualifications pour les JO, ces mondiaux sont forcément toujours un objectif pour l'équipe de France, à titre individuel et collectif? Bien sûr, ça reste un objectif. On ne va pas le se cacher, Jérémy Flores qui a pris sa retraite, Michel Bourrez qui est blessé, qui revient juste maintenant. Donc on est sur une autre projection, peut-être qu'on rajeunira forcément aussi notre équipe. Donc on va travailler avec des nouvelles personnes, avec qui bien évidemment on travaille déjà aujourd'hui. Mais ça devient quand même un événement. C'est une reprise de cette compétition-là. On est champion du monde par équipe depuis l'année dernière. Donc on a un titre à défendre et puis surtout on a à conserver le meilleur seeding pour 2023 où véritablement c'est là que les choses vont être importantes. À 2 ans des JO, le compte à rebours il a commencé pour l'équipe de France? Ah oui, le compte à rebours a recommencé d'un point de vue des sportifs et d'un point de vue aussi de l'organisation de la logistique. On a une base avancée qui est vraiment bien construite maintenant à Tahiti avec du logement, des bateaux, etc. C'est l'Agence nationale du sport qui nous a permis vraiment de construire tout ça. Et là maintenant, avec cette base avancée, on peut travailler sur des stages, des déplacements là-bas, de l'entraînement sur la vague. Tout en parallèle, on continuera à travailler sur l'ordinaire de nos surfeurs du circuit pro, c'est-à-dire les compétitions, les étapes à longueur d'année. Et ça, c'est à nous à les amener jusqu'au bout. Vous surveillez
entre guillemets, surveiller combien à peu près de surfeuses et surfeurs français potentiellement sélectionnables pour les JO? C'est difficile. Ils sont connus, mais il y en a qui peuvent émerger aussi. Absolument. On ne ferme la porte à rien ni à personne. Hein. On a déjà une première feuille de route qui va compter pour les championnats du monde de cette année, de septembre. On ne ferme absolument pas la porte. On sait qu'il y a des jeunes qui peuvent y arriver. On travaille sur une dizaine de surfeurs et 6-8 surfeuses aujourd'hui. Ok, très bien. Merci Michel. Merci. Cet été a aussi marqué le retour d'une épreuve spectaculaire et unique en son genre, le surf de nuit à Anglette, le show préféré de la planète surf. Anglette, chambre d'amour, le temple majestueux d'une épreuve unique en son genre. Dans quelques instants, ces membres de l'élite tricolore vont affronter l'océan. Un défi habituel, oui, mais presque ultime cette fois-ci. Car dans l'eau, ils ne verront quasiment rien, ou presque. C'est quand même assez dur, en plus il y a les LED de la planche qui éblouit un peu, donc ouais, on va pas trop bien y voir. C'est peut-être un peu plus dur de lire un petit peu les vagues comme elles arrivent, mais après voilà, on a des ballons lumineux, on a des projecteurs, donc on essaie de les mettre dans les meilleures conditions et puis surtout aussi mettre en lumière l'arène naturelle qu'est la chambre d'amour. Sur la plage, 20 000 fans conquis. En compétition, 6 équipes mixtes. Seule la meilleure vague est comptabilisée. 22h, le spectacle peut commencer. Poninado, nice. Calm there. Whoa, massive. Yeah. Muddle a cock to Andrew, want to see her past that reverse. Let's see if she can. Bang! Bah, ça va être super dur, franchement, elles sont super fortes. C'est incroyable. Ah ben non mais je sais pas comment ils font pour voir, c'est exceptionnel. Si on voit absolument rien, et elles doivent galérer, il fait pas chaud, enfin, franchement c'est vraiment épatant. Il y a du talent. 2 heures du show et le duo composé de la prometteuse Tia Zebrowski, 11 ans à peine, et du numéro 1 actuel français Gracien Delahaye s'impose dans les vagues angloïdes. C'était une expérience incroyable de surfer ce soir dans la nuit. Il y a énormément de monde qui sont venus et tout, c'était incroyable et franchement on a passé un super bon moment. 4 ans après la dernière édition, le surf de nuit d'Anglette a illuminé la chambre d'amour, l'a bien nommé. Anglette, l'épicentre du surf cet été, avec également la 18e édition du Festival international du film. 25 courts et longs métrages venus du Brésil, des États-Unis, du Turquie ou d'Israël, et un fondateur de ce festival, forcément heureux. Bruno, vous avez souhaité cette année donner une autre dimension à ce festival. Il y a aussi une envie de voir des films où il y a des histoires derrière, peut-être un peu plus politiques. Ouais, exactement. Moi, je suis très fier parce qu'il y a certains films là, qui dépassent largement le cadre du film de surf, qu'on pourrait très bien retrouver sur des chaînes comme France 3, Arte ou France 5. Et je pense que des films engagés, des films où on parle de société, de prise de conscience, de plein de choses. Et il y a un vrai effort d'écriture et c'est ça qui j'espère, le public va prendre une grosse claque sur différents films. Il n'y a pas un coup de cœur déjà, vous ne pouvez pas en parler pour vous? Si, moi j'adore Sœur Vida Jésus, le film Résident qui sera présenté samedi. Je suis très fier. Sur la religion, c'est vrai?
Non, pas vraiment. C'est une des régions les plus pauvres du Brésil. Et c'est le frère de Sylvain Lima qui a monté une association avec un petit club de surf pour sortir ces jeunes. C'est terrible quand on voit le quartier dans lequel ils vivent, les conditions dans lesquelles ils vivent. Et enfin voilà, je pense aussi aux frères argentins, les frères Azoulay, qui présentent demain soir là, le film African Territory, qui pour moi, voilà, c'est le favori de très très loin. Un film de 110 minutes, extraordinaire, une aventure sur toute la côte ouest africaine, où on voit depuis des décennies ce pays ravagé par les pays occidentaux. Et à la fois, c'est par ce prisme-là de ces deux garçons, ces deux frères, un regard neutre pour à la fois la découverte des vagues, mais aussi des gens. Et c'est un documentaire magnifique. Il y a plein d'autres choses magnifiques. Enfin voilà, il y a très très beaux documentaires. Justement, une des forces de votre festival, c'est ces regards extérieurs sur le monde du surf, sur ce qu'il y a autour, sur des phénomènes de société, du Brésil, d'Argentine, d'Afrique. Ça fait du bien au milieu du surf, en tout cas en général, et au monde du documentaire du surf, de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Ben, j'espère que moi j'apporte ma petite pierre à l'édifice, dans le sens où aujourd'hui on est abreuvé par les réseaux sociaux d'images très marquetées, des programmes très courts, et de prendre le temps de voir des longs films sur grand écran. Et j'espère que les gens prendront le temps de venir voir les films là qui, pour moi, nourrissent toute la culture surf. Enfin, c'est important de montrer autre chose. C'est super la WSL, l'école de surf, la plage l'été et tout, mais se rendre compte qu'il y a des gens qui prennent des fois 4-5 ans pour faire un film, notamment les frères argentins, ou le film qui est présenté ce soir en ouverture, là, The Perfect Storm, du Brésil. Il y a des films israéliens, il y a un film turc. Enfin, tout, je trouve qu'il y a voilà, j'essaie vraiment il y a une vraie dimension internationale, il y a des réalisateurs qui viennent du monde entier. Et les films dont je parle depuis tout à l'heure, c'est des films qui montrent autre chose vraiment, qui donnent une dimension particulière et de résonance. Et j'espère que le jury, à travers le palmarès qu'ils vont délivrer, mettra ça en avant. L'an dernier, il avait remporté le prix du meilleur film. Cette fois-ci, il est président du jury, rencontre avec Damien Castera, surfeur et réalisateur. Voici tous ses univers. Le surf, avec votre regard, entre autres, c'est bien plus qu'un sport en fait. On peut aborder plein de causes autour. Ouais, moi ça je l'ai jamais considéré comme un sport, donc c'est pour ça que la compétition ça n'a jamais été un truc très primordial pour moi. C'était juste pour se forger un caractère quand on est gamin, quoi. Mais sinon après ça, moi c'est sûr que ça reste une passion absolue, mais encore une fois, un sport, nous on a un contact avec l'océan et moi je viens d'une famille de pêcheurs, chasse sous-marine et tout ça, donc c'est vrai que on a un rapport à l'océan qui est bien plus que le surf. Le surf c'est une super activité, mais je pense que tous les surfeurs passionnés, par exemple, on se lève le matin, on va voir la mer, il y a un rapport à la mer quand même, il y a un rapport à l'environnement, on connaît la météo. C'est bien plus qu'un sport, c'est un mode de vie, c'est un peu cliché de le dire, hein, mais c'est un mode de vie. Généralement on fait tous les choix d'existence pour être près de l'océan, on part jamais très loin, et puis voilà. Donc, je sais que aujourd'hui, ça tend à devenir un sport de haut niveau. Je ne vais pas rentrer dans le débat des JO et tout ça. Je pense que tu imagines ce que j'en pense. Mais voilà, pour moi, c'est l'opposé de ça. Ouais. C'est bien plus qu'un sport. Oui, c'est un mode de vie réellement, même. Alors, ça fait cliché, mais on a l'impression de l'extérieur que c'est en train de redevenir vraiment un mode de vie. Un peu retour aux sources en fait, de l'essence qui était le surf, le voyage, le déplacement, les camping-cars entre guillemets. En fait, c'est assez compliqué de concilier son amour des vagues et du voyage avec son amour de la sauvegarde de la planète. Et donc, c'est des sujets qui sont en plus très polémiques sur les réseaux sociaux, ce qui est un peu dommage. Moi, je pense qu'il y a vraiment une manière de se réinventer un peu. Pour ma part, ça fait 3 ans que j'essaie de prendre. Je suis surfeur professionnel, je suis censé être payé pour aller voyager et faire ça. Ça fait 3 ans que je prends qu'un vol long courrier par an pour essayer de minimiser le truc, même si c'est déjà peut-être trop, j'en sais rien, mais j'essaye de faire des voyages qui durent beaucoup plus longtemps et après, une fois que j'ai fait ce voyage-là, c'est de bouger en van autour de chez moi ou de me débrouiller en bateau, j'en sais rien. Mais à un moment, c'est vrai que c'est compliqué d'enchaîner les voyages aux Maldives et puis de mettre des hashtags pour sauver les tortues. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de revoir un peu le truc. Ouais. Alors vous étiez récemment en Ukraine, loin des vagues. Ouais. C'est-à-dire que vous élargissez votre horizon complètement, même si le fil de moteur commun reste les histoires humaines et tout ça. Mais depuis toujours, de toute façon, que ce soit par les récits écrits, que ce soit la vidéo, ouais, comme tu dis, c'est de raconter des histoires. Donc ça peut être sur des histoires à la Jack London en Alaska, ça peut être sur le surf comme outil de résilience au Libéria. Et là, c'est plus dans le
dans le rôle un peu du reporter de guerre, mais à la Kessel un peu, tu vois, à Albert Londres. C'est le projet de ma vie, je pense, pour l'instant. Ouais, c'est quand même... tu vois, la guerre a débuté le 24 février. J'étais en Ukraine mi-mars. Ça arrivait très vite, c'était pas prévu. Et je suis parti tout seul avec mon camion à la base. Et franchement, je n'étais pas préparé vraiment... Bah voilà, c'est une guerre d'artillerie, c'est une guerre de tranchées, c'est une guerre comme... Enfin, le front ressemble à ce qu'il y avait à Verdun, tu vois, il y a 100 ans. C'est une guerre très violente. Et puis voilà, puis c'est de voir des destins brisés, des familles amputées. Enfin, c'est assez costaud. Donc là, ouais, le festival, ça va me permettre un peu de m'évader après 2 mois passés sous les bombes. Voilà. Merci beaucoup Damien, bon Merci festival. à vous. C'est parfois compliqué de prendre une vague. La solution, c'est peut-être le surf électrique. C'est notre rubrique à 360. Bonjour, aujourd'hui présentation de la planche électrique. Planche assistance électrique. Je me présente, je m'appelle Rhodes, je suis shaper depuis 35 ans. Je surfe depuis une quarantaine d'années passées. Et aujourd'hui, on va tester un petit jouet. Nous allons brancher la batterie, un petit bip d'entrée, on ferme le clapet, un petit appui long, 2 petits bips, la planche est prête à partir. Voilà, elle se coupe automatiquement quand elle détecte qu'on n'est pas dessus. Un petit réglage au smartphone qu'on a fait avant de partir normalement. On a 3 réglages, éco, standard ou full ride. You. Alors la planche élec a été créée pensé par des petits montagnards qui avaient un papa qui a eu un gros accident de montagne, en alpinisme, et qui a une épaule trop fatiguée pour ramer. Il pensait pouvoir amener le père au pic, au moins aller l'accompagner parce qu'il ne peut pas ramer. Alors on va faire un petit rame avec HK, un jeune surfeur de carton qui va passer son brevet d'état. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne rame pas, je suis avec une 8 pieds, je fais 85 kg. J'ai la rame d'un jeune homme de 21 ans. En autonomie, on a une bonne heure de surf en maxi. C'est parti! Le moteur s'est coupé dans la vague, car la vague est assez puissante. Donc c'est pas une planche de débutant, c'est fait pour un moyen niveau, quelqu'un qui sait déjà surfer, qui a des traumatismes. On fabrique aussi des planches pour les Andis. On fait du sur-mesure. Donc on a essuyé pas mal de critiques sur ce projet. Quand je vais à l'eau, planche feignant. En attendant, moi je vois l'intérêt de la chose. Ça progresse, on fait participer des gens qui sont contents de se remettre au surf. C'est la fin de cet Olatoua, un numéro mis en image et réalisé par Olivier Prax et monté par Christophe Varonne.
une émission que nous dédions à Jules Proux, un jeune surfeur originaire de l'île de Ré, disparu cet été aux Açores. On se retrouve dans un mois. D'ici là, surfez bien.